Stu passa une nuit agitée. Il se réveilla à l'aube, brûlant de fièvre, grelottant malgré la chaleur de Kojak qui s'était couché contre lui. Le ciel du matin était d'un bleu glacé. « Je suis malade, murmura-t-il. Kojak leva les yeux vers lui, remua la queue, puis s'en alla au petit trot dans le ravin. Il rapporta un morceau de bois mort qu'il déposa au pied de Stu. « Oh, merci, mon vieux, c'est toujours ça. » Et il renvoya Kojak à en chercher une douzaine d'autres. Bientôt le feu crépitait, mais les frissons refusaient de s'en aller malgré la sueur qui ruisselait sur son visage. C'était bien le moment. Il avait la grippe ou quelque chose qui y ressemblait fort. Il l'avait attrapé 2 jours après le départ de Larry, de Glenn et de Ralph. Pendant 2 jours encore, la grippe avait semblé hésiter, mais valait-il la peine? Apparemment, la réponse avait été positive et son état avait empiré peu à peu. Ce matin, il se sentait vraiment très mal. En fouillant dans ses poches, Stu trouva un bout de crayon, son carnet et son trousseau de clés. Tous ces détails sur l'organisation de la zone libre, qui autrefois lui paraissaient si importants, lui semblaient maintenant vaguement stupides. À maintes reprises, au cours des derniers jours, il avait longuement regardé son carnet, surpris qu'il lui inspire une telle tristesse, une telle nostalgie. Les clés de l'appartement, la clé de son casier à l'usine, une deuxième clé pour sa voiture, une Dodge 77 passablement rouillée. Autant qu'il sache, elle était toujours derrière l'immeuble, 31 rue Thompson à Arnett. Attaché au porte-clés, il y avait aussi un carton avec son adresse sous une capsule de plastique. Stuart Redman, 31 rue Thompson, Arnett. Il détacha les clés, joua pensivement avec elles pendant quelques secondes, puis les jeta. La dernière chose, qui restait de l'homme qu'il avait été, disparut avec un bruit métallique dans un buisson d'armoise où elles allaient rester jusqu'à la fin des temps. Il sortit de la capsule de plastique le carton où était écrite son adresse, puis déchira une page blanche dans son carnet. « Chère Franny, commença-t-il. Puis il écrivit tout ce qui s'était passé depuis qu'il s'était cassé la jambe. Il lui dit qu'il comptait bien la revoir, mais que c'était peu probable, que tout ce qu'il pouvait espérer, c'était que Kojak retrouve le chemin de la zone. Du revers de la main, il essuya distraitement les larmes qui coulaient sur son visage et écrivit encore qu'il l'aimait. « Tu vas sans doute me pleurer, puis la vie va continuer. Vous serez 2, toi et le bébé, pour continuer. C'est le plus important maintenant. » Il signa, plia la feuille et la glissa dans la capsule de plastique, puis il attacha le porte-clés au collier de Kojak. « Bon chien, dit-il quand ce fut fait. Tu veux te promener un peu, trouver un lapin ou quelque chose ?» Kojak escalada en quelques bonds la pente où Stu s'était cassé la jambe. Stu le regarda faire avec un mélange d'amertume et d'amusement, puis il prit la boîte de 7-Up que Kojak lui avait apportée hier au lieu d'un bâton. Il l'avait remplie de l'eau boueuse du fossé, mais la boue avait fini par se déposer au fond. Une eau qui craque sous la dent, aurait dit sa mère, mais c'était mieux que rien. Il but lentement, étanchant sa soif à petites gorgées. Sa gorge lui faisait mal quand il avalait. « Putain de vie !» grommela-t-il. Puis il rit de lui-même. Quelques instants, il laissa ses doigts palper ses ganglions, en haut de son cou, juste sous la mâchoire. Puis il se recoucha, sa jambe blessée étendue devant lui, et il s'assoupit. Il se réveilla en sursaut 1 heure plus tard, griffant la terre sablonneuse dans sa panique. Un cauchemar ? Si c'était un cauchemar, il continuait toujours. La terre bougeait lentement sous ses mains. Un tremblement de terre ? Ici ? Un moment, il s'accrocha à l'idée que c'était certainement le délire, que la fièvre était revenue pendant qu'il dormait. Mais en regardant dans la direction du ravin, il vit que la terre glissait en petites nappes poussiéreuses. Des pierres bondissaient et rebondissaient, éblouissant ses yeux étonnés de leur éclat de mica et de quartz. Puis ce fut un bruit sourd et lointain qui semblait pousser dans ses oreilles. Un moment plus tard, il cherchait désespérément sa respiration, comme si l'air avait tout à coup été aspiré du ravin creusé par la crue. Il entendit un gémissement au-dessus de lui. C'était Kojak, debout sur le bord ouest du ravin, la queue entre les jambes. Il regardait vers l'ouest, dans la direction du Nevada. « Kojak !» cria Stu, terrorisé. Ce bruit sourd l'avait terrifié, comme si Dieu s'était mis tout à coup à piétiner le désert, pas très loin. Kojak descendit la pente et vint le rejoindre en gémissant. Et quand Stu lui caressa le dos, il sentit que le chien tremblait. Il fallait qu'il aille voir, il fallait. Et une certitude lui vint tout à coup. Ce qui devait arriver était en train d'arriver, juste en ce moment.
Je vais aller voir, murmura Stu. Il rampa jusqu'au bord est du ravin. La pente était un peu plus raide, mais elle offrait davantage de prise. Ces 3 derniers jours, il s'était dit qu'il pourrait sans doute monter par là, mais il n'en avait pas vu la nécessité. Au fond du ravin, il était relativement abrité du vent et il y avait de l'eau. Mais il fallait maintenant qu'il remonte, il devait voir. Sa jambe cassée, traînant derrière lui comme un bâton, il se redressa sur les mains et leva la tête pour regarder en l'air. Le sommet paraissait si haut, si lointain. « Je ne peux pas, dit-il à l'intention de Kojak, tout en continuant à ramper. Des petites pierres s'étaient amoncelées en bas de la pente à la suite du tremblement de terre, si c'en était un. Stu monta dessus, puis commença à grimper la pente centimètre par centimètre, en se servant de ses mains et de son genou gauche. Il fit 10 mètres, puis en perdit 5, avant de pouvoir se retenir à une saillie de quartz qui l'arrêta dans sa glissade. « Oh non, je n'y arriverai jamais, dit-il, haletant. 10 minutes plus tard, un peu reposé, il recommençait et gravissait encore 10 mètres. Puis il s'arrêta pour reprendre son souffle, repartit et arriva quelque part où il n'y avait plus aucune prise et dut repartir un peu plus sur la gauche. Kojak était à côté de lui, se demandant sans doute ce que ce fou pouvait bien faire, laissant derrière lui son eau et son feu bien chaud. Oui, chaud, mais trop chaud. La fièvre le reprenait probablement, mais au moins il ne frissonnait plus. De la sueur coulait sur sa figure et ses bras. Ses cheveux, gras et poussiéreux, lui tombaient sur les yeux. « Mon Dieu, je brûle. Je dois avoir au moins 42 fièvres. » Ses yeux tombèrent sur Kojak, et il lui fallut près d'1 minute pour comprendre ce qu'il voyait. Kojak haletait. Ce n'était pas la fièvre, en tout cas, pas simplement la fièvre, car Kojak avait chaud lui aussi. Au-dessus d'eux, une escadrille d'oiseaux passa à tire-d'aile, tournant sans but dans le ciel, piaillant à qui mieux mieux. Les oiseaux sentent quelque chose, eux aussi, pensa-t-il. Et poussé par la peur, il reprit son ascension. 1 heure passa, puis 2. Il livrait un combat acharné pour gagner 10 centimètres, et parfois un seul. À 1 heure de l'après-midi, il était à un peu moins de 2 mètres du sommet. Il pouvait voir la chaussée déchiquetée qui faisait saillie au-dessus de lui. 2 mètres seulement, mais la pente était raide et il n'y avait aucune prise. Il essaya pourtant d'avancer, en se tortillant comme une couleuvre, mais le gravier sur lequel la route était construite commençait à se détacher sous lui, et il craignit de se retrouver d'un seul coup au fond, s'il bougeait encore, après s'être probablement cassé l'autre jambe en cours de route. « Je suis coincé, dit-il tout bas. « Tu parles d'une connerie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» La réponse fut bientôt claire. Même sans qu'il bouge, la terre s'en allait sous lui. Il glissa un peu et se cramponna. Sa jambe cassée lui faisait très mal, et il avait oublié les comprimés de Glen. Il glissa encore de 5 centimètres, puis de 10. Son pied gauche se balançait maintenant dans le vide. Il ne se retenait plus que par les mains, et quand il les regarda, il vit qu'elles dérapaient en creusant de petits sillons dans la terre humide. « Kojak !» cria-t-il, désespéré, n'attendant plus rien. Mais tout à coup, Kojak fut là. Stu l'attrapa par le cou, sans réfléchir, n'espérant plus être sauvé, mais se raccrochant à ce qu'il pouvait, comme un homme qui se noie. Kojak ne fit aucun effort pour le repousser. Il s'arc-bouta sur ses pattes. Un instant, l'homme et la bête restèrent parfaitement immobiles, comme une sculpture vivante. Puis Kojak se mit au travail, creusant pour trouver un appui, faisant sonner ses griffes sur les cailloux et le gravier. La terre pleuvait sur le visage de Stu qui ferma les yeux, et Kojak le traînait, haletant comme un compresseur dans le creux de son oreille droite. Stu entr'ouvrit les yeux et vit qu'ils étaient presque arrivés en haut. Kojak baissait la tête, ses pattes de derrière s'agitaient furieusement. Il gagnait encore 10 centimètres, et ce fut suffisant. Avec un cri de désespoir, Stu lâcha le cou de Kojak et s'empara d'un morceau d'asphalte qui débordait au-dessus du vide. Le morceau cassa net, il en saisit un autre. 2 de ses ongles se retournèrent comme on décolle une décalcomanie. Il poussa un hurlement, une douleur aiguë, galvanisante. Il eut encore la force de se démener, de pousser avec sa jambe valide, et il retomba enfin sur la route, haletant, les yeux fermés. Kojak était à côté de lui. Il gémissait en lui léchant le visage. Lentement, Stu s'assit et regarda vers l'ouest, longuement, insensible à la chaleur qui frappait encore son visage en énormes vagues chaudes. « Mon Dieu !» dit-il enfin d'une voix cassée. « Regarde ça, Kojak. Larry, Glenn, ils ont disparu.
« Mon Dieu, tout a disparu, il n'y a plus rien !» Un énorme champignon s'élevait à l'horizon comme un point au bout d'un long bras couvert de poussière. Il tournait sur lui-même, flou sur les bords, commençant déjà à se dissiper. Un soleil maussade, rouge-orange, l'éclairait par derrière, comme s'il avait décidé de se coucher très tôt cet après-midi-là. « C'est la tempête de feu, pensa-t-il. Ils étaient tous morts à Las Vegas. Quelqu'un avait joué avec le feu. Un engin nucléaire avait explosé. Très puissant, à en juger par les résultats. Peut-être tout un stock d'armes nucléaires. Glenn, Larry, Ralph, même s'ils n'étaient pas encore arrivés à Las Vegas, même s'ils marchaient encore, ils étaient certainement suffisamment prêts pour avoir brûlé vif. À côté de lui, Kojak pleurnichait. Mais les retombées, dans quelle direction le vent va les pousser? Était-ce important? Il se souvint du mot qu'il avait écrit pour Fran. Oui, il était important qu'il raconte ce qui venait d'arriver. Si le vent poussait les retombées à l'est, il risquait d'avoir des problèmes. Mais surtout, il fallait qu'il sache que si Las Vegas était la capitale choisie par l'homme noir, elle avait disparu à présent. La population s'était vaporisée avec tous les jouets mortels qui s'étaient trouvés là, attendant que quelqu'un les ramasse. Il fallait qu'il ajoute ça sur son mot. Mais pas maintenant, il était trop fatigué. L'ascension l'avait épuisé, et l'extraordinaire spectacle de ce champignon en train de se dissiper encore davantage. Ce n'était pas de la jubilation qu'il ressentait, mais une lassitude sourde et angoissante. Allongé sur l'asphalte, sa dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil fut celle-ci. Combien de mégatonnes? Et il se dit que personne ne le saurait jamais, ni ne voudrait le savoir. Quand il se réveilla, il était plus de 6 heures. Le champignon avait disparu, mais dans la direction de l'ouest, le ciel avait pris une vilaine couleur rosâtre, comme une brûlure fraîchement cicatrisée. Stu s'était traîné sur le côté de la route, et il était resté là, à bout de force. Les frissons avaient repris, la fièvre aussi. Il se toucha le front avec le poignet pour essayer de se faire une idée de sa température. Aucun doute, il avait beaucoup de fièvre. Kojak sortit de nulle part avec un lapin dans la gueule. Il le déposa au pied de Stu, en remuant la queue, attendant qu'on le félicite. « Bon chien, dit Stu d'une voix lasse. T'es un bon chien. Kojak agita la queue un peu plus vite. Oui, je suis un sacré bon chien, semblait-il dire. Mais il continuait à regarder fixement Stu, comme s'il attendait quelque chose. Le rituel était incomplet. Stu essaya de voir ce qui pouvait manquer. Son cerveau fonctionnait vraiment au ralenti, comme si quelqu'un lui avait versé un plein seau de mélasse dans la boîte crânienne pendant son sommeil. « Bon chien, répéta-t-il en regardant le lapin mort. Puis il se souvint qu'il fallait du bois, sans être sûr cependant qu'il avait encore des allumettes. « Va chercher du bois, Kojak, dit-il pour faire plaisir au chien. Kojak partit en bondissant et revint presque aussitôt avec un gros morceau de bois mort. Il avait encore des allumettes, mais une forte brise s'était levée et ses mains tremblaient beaucoup. Il lui fallut longtemps pour allumer le feu. À la 10e allumette, il parvint à mettre le feu aux brindilles qu'il avait préparées, mais un coup de vent éteignit les flammes. Stu refit soigneusement son feu et l'alluma en l'abritant de son corps et de ses mains. Il lui restait 8 allumettes dans la pochette qui faisait de la réclame pour l'école de commerce La Salle. Il fit cuire le lapin, donna à Kojak la part qui lui revenait, toucha à peine à la sienne qu'il lança finalement à Kojak. Le chien n'en voulut pas. Il jeta un coup d'œil à la viande, puis se retourna en gémissant. « Vas-y, mon vieux, dit Stu, j'ai plus faim. » Et Kojak engloutit le morceau de viande. Stu le regarda faire et frissonna. Naturellement, ses 2 couvertures étaient restées en bas. Le soleil se coucha, et le ciel prit alors d'extraordinaires couleurs. C'était le plus spectaculaire coucher de soleil que Stu avait vu de toute sa vie, mais un coucher de soleil empoisonné. Il se souvenait d'un documentaire qu'on avait passé un jour au cinéma dans les années 60. Le speaker expliquait d'une voix enthousiaste que les couchers de soleil étaient extraordinaires pendant des semaines après un essai nucléaire, et naturellement après les tremblements de terre. Kojak remontait du ravin avec quelque chose dans la gueule, l'une des couvertures de Stu. Il la déposa sur les jambes du blessé. « Oh, dis donc, fit Stu en le prenant maladroitement dans ses bras. T'es un sacré bon chien, tu sais ça ?» Kojak remua la queue pour dire qu'il était au courant. Stu s'enveloppa dans la couverture et se rapprocha du feu. Kojak se coucha à côté de lui, et tous les deux s'endormirent bientôt. Mais Stu dormait d'un sommeil agité, à la limite du délire. Un peu après minuit, il réveilla Kojak en hurlant dans son sommeil.
Ah, tu ferais mieux de couper tes pompes, il arrive. L'homme noir vient te chercher. Tu ferais mieux de couper tes pompes, il est dans la vieille bagnole, là-bas. Et Kojak pleurnicha. L'homme était malade. Il pouvait sentir la maladie, et mêler à cette odeur une autre encore, une odeur noire. L'odeur qu'avaient les lapins quand ils bondissaient dessus. Le loup qu'il avait étripé sous la maison de Mère Abigail à Hemmingford Home sentait comme ça, lui aussi. Il avait senti la même dans les villes qu'il avait traversées en allant à Boulder pour retrouver Glenn. C'était l'odeur de la mort. S'il avait pu l'attaquer et la chasser hors de cet homme, il l'aurait fait, mais elle était à l'intérieur de cet homme. L'homme aspirait de l'air frais et renvoyait cette odeur de mort prochaine. Il n'y avait rien à faire, sinon attendre la fin. Kojak pleurnicha encore, tout bas, puis se rendormit. Le lendemain matin, Stu se réveilla plus fiévreux que jamais. Sous sa mâchoire, les ganglions étaient maintenant aussi gros que des balles de golf. Ses yeux lui faisaient l'effet de 2 billes chaudes. « Je suis en train de mourir, c'est certain. » Il appela Kojak, défit le porte-clés et sortit son billet de la capsule de plastique. D'une écriture appliquée, il ajouta ce qu'il avait vu et remit le billet en place. Il se recoucha et se rendormit. Puis, étrangement, ce fut déjà presque la nuit. Un autre coucher de soleil spectaculaire, mais horrible, brûlant et sanglant à l'ouest. Et Kojak lui rapporta un gros écureuil de terre pour le dîner. « C'est tout ce que tu as trouvé » demanda Stu. Kojak agita la queue d'un air piteux. Stu fit cuire l'animal, le partagea en 2 et parvint à manger toute sa part. La viande était coriace et elle avait un goût très prononcé. À peine avait-il terminé que Stu fut pris de violentes crampes d'estomac. « Quand je serai mort, je veux que tu retournes à Boulder, dit-il au chien. Tu vas là-bas et tu cherches Fran. Hein, tu cherches Franny. D'accord, brave couillon de chien. Kojak remuait la queue, un peu perplexe. 1 heure plus tard, l'estomac de Stu gronda pour l'avertir. Il n'eut que le temps de se redresser sur un coude pour ne pas se salir avant que sa part de l'écureuil ne remonte à toute vitesse. « Eh merde !» dit-il. Et il s'endormit aussitôt. Il se réveilla aux petites heures et se redressa, la tête bourdonnante de fièvre. Le feu s'était éteint, aucune importance, il n'en avait plus pour très longtemps. Un bruit dans le noir l'avait réveillé, un bruit de pierre, Kojak qui remontait du ravin sans doute. Mais Kojak dormait à côté de lui. Au moment où Stu le regardait, le chien se réveilla. Sa tête sortit d'entre ses pattes, et un instant plus tard, il était debout, face au ravin, grognant sourdement. Bruit de cailloux, bruit de pierres. Quelqu'un ou quelque chose approchait. Stu parvint à s'asseoir, non sans mal. C'est lui, pensa-t-il. Il était là-bas, mais il s'en est tiré quand même. Et maintenant il est ici. Il veut avoir ma peau avant la grippe. Kojak grognait plus fort, la tête basse, les poils hérissés. Le bruit se rapprochait. Stu pouvait entendre maintenant un faible halètement, puis il y eut un silence, assez long pour que Stu ait le temps de s'éponger le front. Un moment plus tard, une silhouette noire surgissait au bord du ravin, une tête et des épaules qui cachaient les étoiles. Kojak s'avança, les pattes raides, grondant toujours. « Hé !» fit une voix étonnée mais familière. « Hé, c'est Kojak ? C'est toi ?» Le grondement s'arrêta aussitôt, et Kojak bondit joyeusement en avant, agitant furieusement la queue. « Non !» croassa Stu. « C'est un piège ! Kojak !» Mais Kojak cabriolait autour de la silhouette, qui avait finalement réussi à prendre pied sur la chaussée. Et cette silhouette, il y avait quelque chose de familier dans cette silhouette. Elle s'avança vers lui, suivie de Kojak. Un Kojak qui lançait aux étoiles des aboiements de joie. Et Stu se passa la langue sur les lèvres et se prépara à se battre s'il le fallait. Il réussirait sans doute à donner au moins un bon coup de poing, peut-être 2. « Qui est là ?» fit Stu. La silhouette noire s'arrêta, puis parla. « C'est moi, Tom Cullen. C'est moi, tiens, putain oui, Tom Cullen, quoi. Et qui c'est là-bas ?»« C'est Stu !» fit une voix qui lui parut extrêmement lointaine, comme tout le reste à présent. « Oh, salut, Tom, content de te voir !» Mais il ne le vit pas cette nuit-là. Stu s'était évanoui. Il revint à lui dans la matinée du 2 octobre, mais ni Tom ni lui n'avaient la moindre idée de la date. Après avoir fait un énorme feu, Tom avait enveloppé Stu dans son sac de couchage et ses couvertures, puis il s'était assis devant le feu pour faire cuire un lapin. Couché entre les 2 hommes, Kojak était heureux comme un poisson dans l'eau.
Tom, réussit à articuler Stu. Tom s'approcha. Il avait une barbe maintenant, pensa Stu. Il ne ressemblait plus tellement à l'homme qui était parti de Boulder pour l'Ouest 5 semaines plus tôt. Ses yeux bleus brillaient de bonheur. Oh, Stu, t'es réveillé? Oh putain, oui. Alors là, je suis content. Oh là là, je suis content de te voir. Mais qu'est-ce que t'as fait à ta jambe? Tu t'es fait mal, je crois. Un jour, je me suis fait mal à la mienne. J'ai sauté dans une meule de foin et je l'ai cassée, je crois. Est-ce que mon papa m'a donné la fessée? Oh putain, oui. Mais c'était avant qu'il foute le camp avec Didi Pacalotte. La mienne est cassée aussi, dis-tu. Et plutôt mal. Et Tom, j'ai terriblement soif. Oh, il y a de l'eau, dit Tom. Tiens, bois. Il tendit à Stu une bouteille de plastique qui avait peut-être contenu du lait autrefois. L'eau était limpide, délicieuse, pas une trace de sable. Stu but avidement, puis vomit aussitôt. Oh, tout doucement, expliqua Tom. C'est comme ça qu'il faut faire, tout doucement. Oh putain, oui. Mais ça fait plaisir de te voir. Et tu t'es fait mal à la jambe, hein? Oui, elle est cassée, dit Stu. Depuis une semaine, peut-être plus. Et il reprit un peu d'eau, sans vomir cette fois. Mais il n'y a pas que la jambe, reprit Stu. Je suis vraiment malade, Tom. J'ai de la fièvre. Écoute-moi. Oh, d'accord, Tom, écoute. Tu me dis ce que je fais. Tom se pencha en avant. Stu était très étonné. On dirait qu'il est plus intelligent. Serait-ce possible? Où avait-il été? Est-ce qu'il savait ce qu'était devenu le juge, Daïna? Ils avaient tant de choses à se dire, mais ce n'était pas le moment. Son état empirait. Au fond de sa poitrine, Stu entendait comme un sourd cliquetis de chaîne. Des symptômes très semblables à ceux de la supergrippe, à s'y tromper. Il faut faire baisser la fièvre, dit-il à Tom. Ça, c'est la première chose. J'ai besoin d'aspirine. Est-ce que tu sais ce que c'est? Évidemment, dit Tom. C'est comme à la télé. Pour votre mal de tête, une seule marque, une seule. Oui, c'est ça, dit Stu. C'est exactement ça. Alors tu vas sur la route, Tom, et tu regardes dans la boîte à gants de toutes les voitures. Tu regardes s'il y a une trousse de premiers soins. En général, c'est une petite boîte avec une croix rouge dessus. Quand tu trouveras de l'aspirine, tu la ramènes ici. Et si par hasard tu trouves une voiture avec du matériel de camping, tu rapportes une tente. Est-ce que t'as compris? Évidemment, dit Tom en se levant. De l'aspirine, une tente, et puis tu seras guéri. C'est bien ça? Au moins ce sera un début, dis-tu. Mais dis, comment il va, Nick? Moi j'ai rêvé de lui, et dans les rêves, il me dit où aller, parce que dans les rêves il peut parler. C'est rigolo les rêves. Mais quand j'essaye de lui parler, il s'en va toujours. Est-ce qu'il va bien? Tom regardait Stu d'un air inquiet. Oh, pas maintenant, Tom. Je peux pas parler maintenant, pas de ça. Cherche l'aspirine, tu veux, et ensuite on va parler. D'accord, fit Tom. Mais la peur était tombée sur le visage de Tom comme un nuage gris. Et Kojak, il peut venir avec Tom? Kojak voulut bien, et ils s'en allèrent ensemble en direction de l'est. Stu se recoucha, un bras sur les yeux. Quand Stu reprit conscience de la réalité, le soleil se couchait, et Tom était en train de le secouer. Hé, Stu, réveille-toi! Réveille-toi, Stu! Cette manière qu'avait le temps d'avancer par saccades l'effrayait, comme si les dents du pignon de sa réalité personnelle commençaient à s'user. Tom dut l'aider à s'asseoir, et quand il fut assis, Stu dut appuyer sa tête sur ses genoux pour tousser. Il toussa si longtemps et si fort qu'il faillit reperdre connaissance. Tom le regardait, l'air très inquiet, mais peu à peu Stu se ressaisit. Il ramena les couvertures sous son menton, car il grelottait encore. « Alors, qu'est-ce que t'as trouvé, Tom ?» Tom lui tendit une trousse de premiers soins. Sparadrap, mercurochrome, un flacon d'aspirine dont Stu fut stupéfait de constater qu'il ne parvenait pas à ouvrir le capuchon. Il dut le donner à Tom, qui réussit enfin à le convaincre de s'ouvrir. Stu avala 2 comprimés qu'il fit descendre avec un peu d'eau. « Et j'ai trouvé ça, dit Tom. C'était dans une voiture pleine de choses de camping, mais il n'y avait pas de tente. C'était un énorme sac de couchage double, orange fluorescent à l'extérieur, drapeau américain à l'intérieur. « C'est fantastique, dis-tu. C'est presque aussi bien qu'une tente. Beau travail, Tom. »« Et ça, j'ai trouvé ça aussi, dans la même voiture. » Tom chercha dans la poche de son anorak et en sortit une demi-douzaine de sachets. Stu n'en croyait pas ses yeux.
Des concentrés lyophilisés, œufs, petits pois, courgettes, bœuf. C'est de la bouffe, hein? Moi, j'ai vu les images de bouffe dessus. Oh putain, oui. Oui, mon vieux, dis-tu, c'est de la bouffe, comme tu dis. À peu près la seule sorte que je puisse manger, j'ai l'impression. Sa tête bourdonnait. Très loin, au fond de son cerveau, une note étourdissante vibrait sans cesse, un ut suraigu. « Est-ce qu'on peut faire chauffer de l'eau » demanda Stu. « Mais on n'a pas de marmite. »« Oh, je vais trouver quelque chose, » dit Tom. « Très bien, » dit Stu. « Mais, Stu ?» Il regarda ce visage inquiet, misérable, encore un visage d'enfant, malgré cette barbe, et il secoua lentement la tête. « Il est mort, mon vieux Tom, » dit-il doucement. « Nick est mort, il y a près d'un mois. C'était une histoire politique, un assassinat, c'est sans doute le mot. Je suis désolé. » Tom baissa la tête, et à la lueur du feu qu'il venait d'allumer, Stu vit des larmes tomber entre ses jambes comme une douce pluie d'argent. Mais Tom pleurait sans bruit. Finalement, il releva la tête, ses yeux bleus plus clairs que jamais, et il les essuya du revers de la main. « Je le savais, » dit-il d'une voix étranglée. « Je voulais pas le croire, mais je le savais. Oh putain, oui. Il me tournait toujours le dos et il s'en allait. C'était mon homme, Stu. Tu le savais ?»« Je le savais, Tom, » dit Stu en prenant sa grosse main. « oh oui, ça oui, mon homme. Et il me manque, terrible, terrible comme il me manque. Mais je vais le voir au ciel, Tom Cullen va le voir là-bas, et il pourra parler, et je pourrai penser. C'est bon, ça. » « Oui, ça ne me surprendrait pas du tout, Tom, » dit Stu. « Tu vois, c'est l'homme méchant qui a tué Nick. Tom le sait. Mais Dieu a bousillé l'homme méchant, bien bousillé, je l'ai vu. La main de Dieu est descendue du ciel. » Un vent froid sifflait au-dessus des mauvaises terres de l'Utah, et Stu frissonna sous sa caresse glacée. « Il l'a bousillé pour ce qu'il a fait à Nick et au pauvre juge. Oh putain, oui. »« Qu'est-ce que tu sais sur le juge, Tom » demanda Stu. « Il est mort en Oregon. Ils l'ont tué à coups de fusil. » Stu hocha la tête. « Et Daïna, est-ce que tu sais quelque chose sur elle ?»« Tom l'a vue, mais il ne sait pas. Moi, je nettoyais les rues. Et quand je suis revenu un jour, je l'ai vue faire son travail. Elle était grimpée en l'air et elle changeait une ampoule. Elle m'a regardé et... » Il se tut un moment, et lorsqu'il se remit à parler, ce fut plus pour lui que pour Stu. « Est-ce qu'elle a vu Tom? Est-ce qu'elle a reconnu Tom? Tom sait pas. Tom, il pense que oui, mais Tom l'a jamais revu. » Peu après, Tom repartit explorer les environs en compagnie de Kojak, et Stu s'assoupit. Tom revint non pas avec une grande boîte de conserve, tout ce que Stu avait espéré, mais avec un énorme plat creux, assez grand pour y mettre une dinde de Noël. Apparemment, il y avait des trésors dans le désert. Stu fit un grand sourire, malgré les douloureux boutons de fièvre qui avaient commencé à se former sur ses lèvres. Tom lui dit qu'il avait trouvé le plat dans un camion orange sur lesquels il avait lu les lettres « Locat » et d'autres encore. Une famille qui avait fui la supergrippe avec toutes ses possessions terrestres, devina Stu. Beaucoup de mal pour eux, rien. Une demi-heure plus tard, le dîner était prêt. Stu mangea lentement, en s'en tenant uniquement aux légumes, diluant suffisamment les concentrés pour faire une bouillie liquide. Il réussit à tout garder et se sentit un peu mieux. Peu de temps plus tard, Tom et lui se couchèrent et Kojak alla s'installer avec eux. « Tom, écoute-moi, » dit Stu. Tom s'accroupit à côté de l'énorme sac de couchage de Stu. C'était le lendemain matin. Stu avait à peine mangé au petit déjeuner, sa gorge était très enflée et lui faisait mal. Toutes ses articulations étaient douloureuses, sa toux avait empiré et l'aspirine n'avait pas vraiment fait baisser la fièvre. « Il faut que je trouve une maison et que je prenne des médicaments, sinon je vais mourir. Aujourd'hui, il le faut, et je pense que la ville la plus proche est Green River, à 100 kilomètres à l'est. Il va falloir prendre une voiture. »« Mais Tom, il sait pas conduire, Stu. Oh putain, non !»« Je sais, dit Stu. Il va falloir que je me débrouille, et ce sera pas facile, parce qu'en plus d'être malade comme un chien, je me suis cassé la mauvaise patte. »« Qu'est-ce que tu dis » demanda Tom. « Oh, ça n'a pas d'importance pour le moment, » répondit Stu. « C'est trop difficile à expliquer. On efface tout et on recommence. Le premier problème, c'est de faire démarrer une voiture. La plupart traînent sur la route depuis au moins 3 mois. Les batteries sont sûrement complètement à plat. Pas une goutte de jus, comme un vieux citron. Alors on aura besoin d'un peu de chance. Il faudra trouver une voiture avec une boîte manuelle en haut d'une colline.
Je pense que c'est possible, la région est plutôt vallonnée. Il ne crut pas utile d'ajouter que la voiture devrait avoir été raisonnablement entretenue, qu'elle devrait avoir un peu d'essence et une clé de contact. Tous ces types à la télé savaient faire démarrer une voiture sans clé, mais pas Stu. Il leva les yeux au ciel, qui se salissait peu à peu de nuages. « Tu vas avoir du travail, Tom. Il faudra que tu sois mes jambes. »« Oh, d'accord, Stu. Et quand on trouve la voiture, on rentre à Boulder. Tom veut rentrer à Boulder. Et toi ?»« Oh oui, mon vieux Tom, » répondit Stu. Il regarda dans la direction des Rocheuses, une ombre à peine perceptible à l'horizon. La neige avait-elle commencé à tomber sur l'école ? Presque certainement. En tout cas, elle ne tarderait plus maintenant. L'hiver arrive tôt dans cette région perdue du monde. « Mais ça nous prendra peut-être un bon bout de temps, » dit-il à Tom. « Alors, par quoi qu'on commence ?»« Eh bien, on va faire un travois, » dit Stu. « Un quoi ?» Stu tendit à Tom son couteau. « Tu vas faire des trous au fond de ce sac de couchage, un trou de chaque côté. » Il leur fallut 1 heure pour fabriquer leur travois. Tom trouva 2 perches, relativement droites, qu'il enfonça dans le sac de couchage en les faisant sortir par les trous du bas. Puis il alla chercher une petite corde dans le camion où il avait trouvé son plat, et Stu attacha le sac de couchage aux perches. Quand ce fut fait, Stu se dit que son œuvre ressemblait sans doute davantage à un étrange pousse-pousse qu'au travois qu'utilisaient autrefois les Indiens des plaines. Tom souleva les 2 perches qui servaient de brancard et regarda derrière lui. « Alors t'es dedans, Stu ?»« Oui, » répondit Stu, qui se demandait combien de temps les coutures des côtés allaient encore tenir. « Ça va, c'est pas trop lourd, Tom ?»« Non, pas trop. Je peux faire beaucoup de route avec toi. Allez, en voiture !» Et ils s'en allèrent. Le ravin où Stu s'était cassé la jambe, où il avait été sûr de mourir, disparut lentement derrière eux. Et malgré son extrême faiblesse, Stu sentit une joie folle s'emparer de lui. Non, ce ne serait pas ici, en tout cas. Il allait mourir quelque part, sans doute bientôt, mais pas seul, et pas dans ce fossé boueux. Le sac de couchage se balançait, comme pour le bercer, et il s'assoupit. Tom le traînait derrière lui, tandis que des nuages de plus en plus épais défilaient à toute allure dans le ciel. Kojak trottait à côté d'eux. Stu se réveilla quand Tom reposa les brancards. « Oh, excuse-moi, Stu, il faut que je repose un peu mes bras. » Et Tom se mit à faire de grands gestes avec ses bras. « Oh, repose-toi tant que tu veux, » dit Stu. « Qui va lentement, va sûrement. » Il avait vraiment mal à la tête. Il trouva les comprimés d'aspirine et en avala 2, à sec. Une vraie torture. Comme si sa gorge était du papier de verre et qu'un sadique sans âme s'en servit pour frotter des allumettes. Il jeta un coup d'œil aux coutures du sac de couchage. Comme il l'avait prévu, elles commençaient à se défaire, mais pas trop encore. Ils étaient en train de monter une longue côte, exactement ce qu'ils cherchaient. Sur une pente comme celle-ci, longue de plus de 3 kilomètres, une voiture en roue libre ne tarderait pas à prendre pas mal de vitesse. Il devrait être possible de démarrer en seconde, peut-être même en 3e. Il regarda avec envie sur sa gauche où une Triomphe lit de vin était arrêtée en travers de la piste d'urgence. Une chose squelettique en pullover rouge vif était au volant. La Triomphe avait naturellement une boîte manuelle, mais jamais Stu ne parviendrait à glisser sa jambe blessée dans le petit habitacle. « On a fait combien de kilomètres ?» demanda-t-il à Tom. Mais Tom ne put que hausser les épaules. Un bon bout de chemin, en tout cas, pensa Stu. Tom l'avait traîné pendant au moins 3 heures avant de s'arrêter pour se reposer. Le bonhomme avait une force colossale. Le paysage de ces derniers jours avait disparu derrière eux. Bâti comme un jeune taureau, Tom avait dû le traîner sur 10 ou 12 kilomètres pendant qu'il dormait. « Oui, repose-toi tant que tu veux, » répéta-t-il. « Ne te crève pas. »« Oh, Tom va très bien. Oh, très bien. Putain, oui. Tout le monde sait ça. » Tom engloutit un solide déjeuner, et Stu parvint à manger un peu. Puis ils repartirent. La route continuait à grimper, et Stu comprit qu'il fallait absolument que ce soit cette colline. S'ils arrivaient en haut sans trouver de voiture, il leur faudrait encore marcher 2 heures avant d'atteindre la suivante, puis ce serait la nuit. De la pluie ou de la neige, à voir le ciel. Une belle nuit glacée sous la pluie, et adieu Stu Redman. Ils arrivèrent à côté d'une Chevrolette. « Arrête !» dit Stu. Tom posa les brancards du travois par terre. « Va voir dans cette voiture, et compte les pédales. Dis-moi s'il y en a 2 ou 3. » Tom trotta jusqu'à la voiture et ouvrit la portière. Une momie en robe à grosses fleurs tomba dehors, comme un gag de farce et attrape.
Son sac à main s'ouvrit à côté d'elle, crachant produits de beauté, mouchoirs de papier et pièces de monnaie. « 2 !» cria Tom. « Bon, d'accord, dis-tu. On continue. » Tom revint, prit une grande respiration et saisit les brancards du travois. Un peu plus loin, ils arrivèrent devant une fourgonnette Volkswagen. « Tu veux que je compte les pédales ?» demanda Tom. « Non, pas cette fois, dis-tu. » 3 pneus de la fourgonnette étaient à plat. Il commençait à penser qu'ils n'allaient rien trouver, que la chance n'était pas avec eux. Ce fut ensuite le tour d'une voiture qui n'avait qu'un seul pneu à plat. On aurait pu monter la roue de secours, mais comme pour la Chevrolette, Tom annonça qu'elle n'avait que 2 pédales. Donc boîte automatique, donc inutilisable dans les circonstances, et ils se remirent en route. La longue côte s'adoucissait maintenant. Tout près du sommet, il n'y avait plus qu'une seule voiture devant eux, leur dernière chance. Stu sentit son cœur se serrer. C'était une très vieille Plymouth, 1970, dans la meilleure hypothèse. Miraculeusement, ses 4 pneus étaient bien gonflés, mais la voiture était complètement rongée par la rouille. Son défunt propriétaire n'avait certainement pas prodigué des soins très attentifs à ce vieux tas de ferraille. Stu avait longuement fréquenté les bagnoles de ce genre à Arnett. La batterie était certainement d'un âge canonique et probablement fissurée. L'huile devait être plus noire que du charbon au fond d'une mine, mais il y avait nécessairement une moumoute rose sur le volant et peut-être un caniche en peluche avec des yeux de verre en train de branler éternellement le chef sur la tablette arrière. « Tu veux que je regarde » demanda Tom. « Oh oui, c'est pas le moment de faire les difficiles, dis-tu. » Une petite pluie glacée commençait à tomber. Tom traversa la route et regarda dans la voiture qui était vide. Stu grelottait dans son sac de couchage et Tom revint enfin. « 3 pédales » annonça-t-il. Stu essayait de réfléchir. Ce sifflement aigu dans sa tête l'empêchait de se concentrer. La vieille Plymouth était presque certainement une cause perdue. Il pouvait continuer de l'autre côté du sommet, mais alors toutes les voitures seraient pointées dans la mauvaise direction, en montant, à moins de traverser la bande médiane, qui était ici large d'1 bon kilomètre et plutôt accidentée. Peut-être trouverait-il une voiture à boîte manuelle de l'autre côté, mais il ferait déjà noir. « Tom, aide-moi à me lever, » dit Stu. Il réussit à le mettre debout, sans qu'il se fasse trop mal à la jambe. Sa tête bourdonnait, et il sentait des coups sourds contre ses tempes. Des étoiles filantes, toutes noires, passèrent devant ses yeux, et il faillit perdre connaissance, mais il se rattrapa au cou de Tom. « Attends, faut que je me repose, » bredouilla-t-il. Combien de temps restèrent-ils ainsi, Tom le soutenant patiemment, tandis qu'il allait et venait dans la zone grise de la semi-conscience. Quand le monde retrouva finalement sa place autour de lui, Tom le soutenait toujours sans broncher. La bruine de tout à l'heure s'était épaissie en une grosse pluie glacée. « Tom, aide-moi à traverser. » Tom prit Stu par la taille, et les 2 hommes s'avancèrent en titubant vers la vieille Plymouth arrêtée sur la piste d'urgence. « Le capot » murmura Stu. Il cherchait quelque chose derrière la calandre de la Plymouth. La sueur ruisselait sur son visage. De grands frissons le secouaient de la tête aux pieds, et il trouva finalement le levier de déverrouillage du capot. Mais ne parvenant pas à le faire bouger, il guida la main de Tom sous le capot, qui voulut bien s'ouvrir. Le moteur était à peu près dans l'état auquel s'attendait Stu. Un gros V8 crasseux, sans doute passablement négligé par le propriétaire de la Plymouth. Mais la batterie n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait cru. Ce n'était certainement pas un modèle haut de gamme, mais le poinçon de garantie indiquait comme date le mois de février 91. Luttant contre la marée fiévreuse qui lui faisait tourner la tête, Stu compta à rebours et se dit que la batterie devait avoir été flambant neuve en mai dernier. « Essaye le klaxon » demanda-t-il à Tom. Stu s'adossa à la voiture, tandis que Tom se penchait à l'intérieur. Il avait entendu parler d'hommes en train de se noyer qui s'étaient sauvés grâce à une simple paille, et il croyait comprendre maintenant. Sa dernière chance était ce taco, réchappé des griffes des casseurs. Le klaxon fit un coassement enrhumé. Parfait. S'il y avait une clé, l'affaire était dans le sac. Il aurait sans doute dû demander à Tom de s'en assurer d'abord, mais à la réflexion, ça n'avait pas tellement d'importance. S'il n'y avait pas de clé, tout était probablement fini. Il referma le capot en s'appuyant dessus de tout son poids. Puis il s'approcha en boitillant de la portière du conducteur et regarda à l'intérieur, sûr que la clé de contact ne serait pas là. Elle y était pourtant, attachée à un porte-clés en simili-cuir, orné des initiales AC. Avec d'infinies précautions, Stu se pencha et tourna la clé au premier cran.
Lentement, l'aiguille de la jauge à essence commença à grimper. Il restait un peu plus d'un quart de réservoir. Étrange mystère. Pourquoi le propriétaire de la Plymouth, pourquoi ce AC, s'était-il arrêté pour marcher alors qu'il aurait pu conduire? La tête légère comme un ballon d'hélium, Stu se souvint de ce Charles Campion, presque mort, qui était rentré dans les pompes de Hap. Ce bon vieux AC a donc la super grippe, une bonne chose, phase terminale. Il s'arrête, coupe le moteur, machinalement, presque comme une habitude, et sort de la voiture. Il délire, il a peut-être des hallucinations. Il se met à gambader au bord de la route en riant, en chantant, en marmonnant, et il meurt là. 4 mois plus tard, Stu et Tom arrivent sur les lieux, les clés sont dans la voiture, la batterie est relativement neuve et il y a de l'essence. C'est la main de Dieu, peut-être. N'était-ce pas ce que Tom avait dit à propos de Las Vegas? La main de Dieu est descendue du ciel. Et peut-être Dieu avait-il laissé là cette vieille Plymouth pour eux, comme une manne dans le désert? C'était une idée folle, mais pas plus folle que celle d'une vieille noire centenaire conduisant une bande de réfugiés vers la terre promise. Et elle fait encore elle-même ses crêpes, grinça-t-il. Jusqu'à la toute fin, elle faisait encore ses crêpes. Qu'est-ce que tu dis, Stu? Demanda Tom. Oh, ça n'a pas d'importance. Viens par là. Tom s'exécuta. On va faire de l'auto? Demanda-t-il, plein d'espoir. Stu abaissa le siège du conducteur pour que Kojak puisse sauter à l'intérieur, ce qu'il fit après avoir prudemment reniflé 1 ou 2 fois. Je ne sais pas encore, dit Stu. Tu ferais bien de prier pour que cette guimbarde démarre. Oh, je veux bien, répondit Tom avec beaucoup de courtoisie. Il fallut 5 minutes à Stu pour s'installer au volant. Il s'assit complètement de côté, presque au centre de la banquette, là où se serait installé le passager du milieu. Très attentif, Kojak avait pris place sur la banquette arrière, langue pendante. La voiture était remplie de vieilles boîtes McDonald's, l'intérieur sentait les frites froides. Stu tourna la clé. Le moteur de la vieille Plymouth se mit à tourner sans démarrer pendant une vingtaine de secondes, puis commença à perdre de son entrain. Stu appuya sur le klaxon. Cette fois, il ne poussa qu'un faible croa. Tom fit une figure d'enterrement. « Oh, t'inquiète pas, c'est pas fini, » dit Stu. Oh oui, il y avait encore un peu de jus dans cette batterie. Il débraya et passa la seconde. Tom, ouvre ta porte et pousse. Ensuite, tu sautes dedans. » Mais la voiture, elle va dans le mauvais sens, dit Tom. Oui, pour le moment, répondit Stu. Mais si nous arrivons à la mettre en marche, ça va pouvoir s'arranger en un rien de temps. Tom sortit et se mit à pousser. La Plymouth commença à rouler, et quand l'aiguille du compteur marqua 10 km/h, Stu cria à Tom. « Allez, grimpe !» Tom sauta sur la banquette et claqua la portière. Stu tourna d'un autre cran la clé et attendit un peu. La direction assistée, ne fonctionnant pas sans le moteur, il dut utiliser tout ce qu'il lui restait de force pour que la Plymouth roule à peu près droit. L'aiguille du compteur grimpait lentement. 15, 25, 30. Ils descendaient silencieusement la côte que Tom leur avait fait grimper pendant la majeure partie de la matinée. Des gouttes d'eau commençaient à couvrir le pare-brise. Trop tard, Stu se rendit compte qu'ils avaient laissé le travois derrière eux. 40 à l'heure maintenant. « Mais elle marche pas, Stu, » dit Tom, très inquiet. 50 à l'heure. « À la grâce de Dieu, » dit Stu, en relâchant la pédale d'embrayage. La Plymouth octa, tressauta, le moteur cracha, toussa, s'arrêta. Stu grogna, autant de découragement que de douleur, car sa jambe lui faisait souffrir le martyre. « Allez, vas-y, bon Dieu » cria-t-il en débrayant à nouveau. « Pompe sur l'accélérateur, Tom, avec ta main. »« C'est laquelle » demanda Tom. « La plus longue, » répondit Stu. Tom s'accroupit et pompa 2 fois sur l'accélérateur. La vieille voiture accélérait à nouveau, et Stu dut faire un effort pour attendre encore. Ils avaient descendu plus de la moitié de la côte. « Maintenant » cria-t-il, et il relâcha la pédale d'embrayage. Le moteur de la Plymouth poussa un rugissement. Kojak aboya. De la fumée noire sortit en gros tourbillons du pot d'échappement rouillé, puis s'éclaircit peu à peu. Le moteur tournait, pas très bien, sur 6 cylindres seulement, mais il tournait. En un éclair, Stu passa la 3e, en actionnant toutes les pédales avec son pied gauche. « C'est parti, Tom » hurla Stu. « Allez, roulez !» Et Tom hurla de joie. Kojak aboya et remua la queue. Dans sa vie antérieure, celle d'avant le grand voyage, quand il était Big Steve, il avait souvent été en voiture avec son maître.
Et il était bien content de recommencer maintenant, avec ses nouveaux maîtres. 5 kilomètres plus loin, ils arrivèrent à une voie de service qui reliait les deux chaussées de l'autoroute. « Réservée aux véhicules de service », disait un panneau. Stu parvint à manœuvrer assez bien l'embrayage pour qu'ils réussissent leur demi-tour. Le vieux moteur sembla vouloir caler, mais il était chaud maintenant et ne fit pas trop de caprices. Stu repassa en troisième et se détendit un peu, hors d'haleine, essayant d'apaiser les battements affolés de son cœur. Ce brouillard gris semblait vouloir l'engloutir à nouveau, mais il refusait de se laisser faire. Quelques minutes plus tard, Tom découvrait le sac de couchage orange vif qui avait été le travois de Stu. « Au revoir !» lança Tom, d'excellente humeur. « Au revoir, on va à Boulder. Oh putain, oui !»« Je me contenterai de Green River ce soir, » pensa Stu. Ils y arrivèrent juste à la tombée de la nuit. Stu conduisait lentement la Plymouth dans les rues obscures qui étaient jonchées de voitures abandonnées. Il se gara sur la rue principale, devant un établissement qui prétendait être l'Utah Hotel. C'était une maison de bois à 2 étages, en très piteux état, ce qui fit dire à Stu que le Waldorf Astoria n'avait pas trop à s'en faire pour le moment. Sa tête résonnait de bruits étranges, et il avait beaucoup de mal à garder le contact avec la réalité. Depuis une trentaine de kilomètres, il lui avait semblé par moments que la voiture était remplie de gens. Fran, Nick, Norm. Et il s'était retourné une fois, et il avait cru voir Chris Ortega, le barman de l'Indian Head, avec son fusil à canoncier. Fatigué. Avait-il jamais été aussi fatigué ? « Ici, murmura-t-il. Il faut passer la nuit ici, Nicky. Je suis crevé. Moi, c'est Tom. Tom Cullen. Oh putain, oui. Oh oui, Tom, c'est vrai, dit Stu. Il faut s'arrêter. Est-ce que tu peux m'aider ? Oh, sûrement. J'ai bien aimé la balade dans la vieille bagnole. Je vais prendre un autre verre, lui dit Stu. T'aurais pas une cigarette ? J'ai très envie de fumer. Et il tomba en avant sur le volant. Tom le sortit de la voiture et le porta jusqu'à l'hôtel. La réception était sombre et humide, mais il y avait une cheminée et un coffre à bois à moitié plein. Tom installa Stu sur un canapé usé jusqu'à la corde, en dessous d'une grosse tête d'orignal empaillée, puis il alluma un feu pendant que Kojak faisait le tour du propriétaire. La respiration de Stu était lente et difficile. Il marmonnait de temps en temps et criait parfois des choses inintelligibles. Et Tom sentait alors son sang se glacer. Il fit un énorme feu, puis partit à la recherche de ce qu'il leur fallait pour la nuit. Il trouva des oreillers, des couvertures, et il poussa le canapé sur lequel Stu était étendu, un peu plus près du feu. Puis Tom se coucha à côté de lui. Kojak s'installa de l'autre côté. Tom regardait le plafond, qui n'était décoré que de toiles d'araignée. Stu était très malade, c'était mauvais, très mauvais. S'il se réveillait encore, Tom lui demanderait ce qu'il fallait faire pour la maladie. Mais s'il ne se réveillait pas... Dehors, le vent s'était levé et passait en hurlant devant l'hôtel. La pluie claquait sur les vitres. À minuit, après que Tom se fut endormi, la température tomba encore de 4 degrés, et ce fut bientôt de la neige fondante qui vint fouetter les vitres. Loin, à l'ouest, le front de la tempête poussait un vaste nuage de pollution radioactive en direction de la Californie, où d'autres allaient encore mourir. Un peu après 2 heures du matin, Kojak dressa la tête et se mit à pleurnicher. Tom Cullen était en train de se lever. Il avait les yeux grands ouverts, mais complètement vides. Kojak pleurnicha encore, mais Tom ne fit pas attention à lui. Il ouvrit la porte et sortit dans la nuit où le vent hurlait. Kojak s'approcha de la fenêtre de la réception, posa les pattes sur le rebord et regarda dehors. Il regarda quelque temps, en poussant de petits sons gutturaux, puis il revint se coucher à côté de Stu. Dehors, le vent hurlait en fouettant les vitres.